Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le Sans Filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Qu'à cela ne tienne, dans le studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités That's It. Je suis Dom Plante avec moi, PH Quentin. On est en mode confinement. Yes! Ouais, on est en mode confinement. Puis cette semaine, le Sans Filtre, on a 2 annonceurs sur le Sans Filtre. Premièrement, on a Maple 3 ou Maple 3. C'est de l'eau d'érable, 100% bio, évidemment, c'est vegan. C'est une compagnie québécoise. En ce moment, les cabanes à sucre coulent à flot. Par contre, c'est dommage, on ne peut pas y aller parce qu'on est coincé chez nous, tout le monde. Mais Maple 3 offre la livraison, offre 20% de rabais sur leur livraison en ligne en utilisant le code promo ENCABANÉ20. C'est vraiment bon comme code promo pour vrai. Donc, ENCABANÉ, ENCABANE, accent aigu, 20 en chiffres, tout ça en un mot, en majuscule. Puis ça vous donne 20% sur les livraisons. Moi, c'est un produit que ça fait un petit bout qu'on a collaboré avec eux. Puis je l'utilise principalement quand je vais au gym pour courir parce que il y a des bonnes électrolytes, il y a un petit peu de glucides là-dedans, il n'y a pas beaucoup de calories, c'est parfait pour ça. En ce moment, évidemment, vous ne pouvez pas aller au gym. Par contre, vous pouvez aussi aller courir dans la rue, vous pouvez rester actif, vous pouvez faire du gym. Dom, je sais que tu fais des trainings chez vous à l'intérieur. Fait que Maple Tree, allez checker ça, compagnie québécoise, on est très fiers de s'associer avec eux. Contenant 100% recyclable, bio, tout le kit. Fait que merci la gang de Maple Tree. Allez au... j'ai pas le site web. J'imagine que si vous écrivez Maple Tree sur Google, vous allez tomber direct dessus. Donc, merci la gang là-bas. Sinon, on est également commandité par Vegan mais pas plate. Vegan mais pas plate, vous le savez, c'est mon entreprise que j'ai partie, que j'ai cofondée. On offre en ce moment des mets surgelés en livraison. On a réussi à se tourner de bord rapidement. Donc, on a réussi à faire affaire avec des livreurs qui sont capables de livrer les plats jusqu'à chez vous pour qu'ils restent encore assez froids pour être mis dans le congélateur. Vous pouvez commander sur www.vmpp.ca. Je sais qu'on en a envoyé à notre invité de cette semaine, puis elle a adoré ça. Donc, allez voir sur ce site-là. Vous pouvez faire livrer ça partout au Québec. Puis, on donne 25% de tous les profits. On va réacheter, en fait, des plats qu'on va donner aux professionnels de la santé du Centre hospitalier universitaire de Montréal, donc le CHUM, pour les aider à combattre au front dans ces moments de crise. Donc, www.vmpp.ca pour vous commander les plats. Puis, c'est pour une bonne cause. Puis, ça nous encourage, nous autres aussi. Donc, merci pour ça, vmpp.ca. Yeah! Sinon, Dom, cette semaine, sur le podcast? Cette semaine, sur le podcast, vous savez, au podcast, on aimerait inviter nos invités coup de cœur. Alors, c'est le retour de Catherine Brunet aujourd'hui, qui était déjà venue une fois puis qu'on avait bien aimé discuter avec elle. Alors, c'est une première expérience en confinement, en vidéoconférence. Je pense que ça a quand même bien été. C'est sûr que la qualité sonore n'est pas optimale comme d'habitude, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Alors, avec Kat, c'était super le fun. On a parlé, bien sûr, de comment elle vivait son confinement, qu'est-ce qu'elle a fait de ses journées. Puis on a parlé de la situation, on a réfléchi un petit peu sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, à quel point que c'est sans précédent et vraiment hallucinant. On a une petite pensée aussi pour les gens qui vivent cette situation-là, ce confinement-là, d'une manière plus difficile que nous. Somme toute,
on fait partie des chanceux qui s'en tirent quand même pas pire. Alors, on a une pensée pour vous, bon courage. Puis, on a parlé un petit peu des projets auxquels Kat a fait partie. Récemment, je lui disais que j'avais écouté sa série Faux départ sur tout.tv qui est excellente. Il y a également Projet 2000 dont on fait partie. Également la série sur Crave dont je me souviens plus du nom. Pour toujours plus un jour? Exactement, pour toujours plus un jour avec Pierre-Luc Funk sur Crave qui est gratuit en ce moment durant le confinement. Elle nous a parlé aussi de sa présence au Festival de Cannes l'an passé. Super belle conversation avec une personne très allumée, très intelligente, très intéressante. Catherine Brunet. Alors, yes. Laissez des commentaires, participez à la discussion. Dans les commentaires, essayez de réagir. Je sais que tout le monde en ce moment vit le confinement d'une façon individuelle. Donc, écrivez, essayez de faire partie. Soyez respectueux. Je pense que tout le monde, c'est des moments qui sont difficiles pour tout le monde. Je pense que d'avoir un petit peu de positif dans tout ça, c'est bon pour tous. Donc, puis, on a fait un podcast, juste moi PH, qu'on a mis sur notre page, sur notre plateforme Patreon, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez vous abonner pour quelques dollars par mois et avoir toutes nos conversations les plus deep entre moi et mon meilleur ami PH. Exact. Merci et bon podcast. Bonne écoute. All right. Fait que c'est parti. Salut Catherine Brunet. Salut les boys! Comment c'est la première invitée remote comme ça de nos salons. Là. Ah, pour vrai? Ouais, c'est notre premier podcast. Vous aviez l'air full pro, full bien organisé. Fait que je pensais que c'était comme que vous faisiez, là. Pas tout. On a fait un jeu de PH pour se pratiquer, puis genre, on a eu un problème technique. Fait que là, mais là, ça devrait être correct. OK, fait que je suis comme votre pratique, dans le fond. Je suis votre vraie pratique. Je suis votre répétition générale. On peut dire ça, mais une générale devant le public. OK, ouais, parfait. J'aime ça, c'est correct. en termes de comédie musicale, générale devant le public. Générale devant le public. Ouais, exact. Fait que, comment tu vis ton confinement, toi? Bien. Ben, bien. Ça dépend des jours, là. Mais quand même bien. Tu sais, on dirait que j'ai jamais autant parlé à un écran de ma vie. Tu sais, comme... Moi, là, c'est j'haïs ça, parler au téléphone, j'haïs ça, FaceTimer, j'haïs ça, parler à travers un écran, mais là, j'ai comme pas le choix, fait que je le fais. Mais tu sais, mettons, j'haïs ça, je m'ennuie du monde, je m'ennuie d'être... Tu sais, comme, c'est ça... Moi, dans ma tête, je pensais que j'haïssais le monde, mais finalement, je pense que j'adore le monde. C'est ça que ça fait, hein? Ouais, finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas... que j'aimais le monde, dans le fond, c'est ça. Que j'aimais bien gros le monde, puis que je m'ennuie de la... Ben, tu sais, dans le sens où j'habite quand même avec un coloc puis avec mon chum, fait que ça va, là, tu sais, je suis pas toute seule, mais quand même, tu sais, je sens que ça me... Je sens que ça me manque, mais c'est pas grave, là, tu sais, je m'organise, puis je lis des livres, puis je fais du ménage, puis je fais à manger, puis comme tout le monde, là, tu sais, comme... J'ai parlé à une couple de personnes, j'ai fait des lives une couple de fois, puis les gens sont comme, puis qu'est-ce que tu fais dans ton confinement? Je suis comme, vraiment, là, comme tout le monde, je me promène en bobette chez nous, puis je flatte mon chien, puis... Tu sais, on fait rien de bon, là. That's it. Moi, s'il y a un upside, je pense que mes skills de cuisine vont genre quintupler, là. À vous, hein? Moi aussi, oui. Je pense, je me suis dit comme... Je me suis dit, d'ailleurs, j'ai des recettes là, dans votre livre PH qu'il faut que j'essaye là, la semaine prochaine. Yeah! Mais ouais, parce que... Puis on dirait que j'ai trouvé ça satisfaisant de faire un peu de bouffe, puis d'en avoir pour la semaine, puis me trouver bonne par rapport... Tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, les portions, nana, on dirait que je me disais qu'il fallait que je fasse ça plus souvent dans ma vie. C'est clair, mais ça, c'est... en plus, étant donné, genre, qu'on est coincé chez nous, puis que l'épicerie, c'est pas comme... Tu peux pas aller à l'épicerie tout le temps, là, tu sais, où c'est favorable de pas y aller souvent. Moi, je me retrouve à cuisiner vraiment comme à vider le garde-manger, là. Ouais, exact. Genre, OK, ça traînait depuis fucking longtemps, là, fait que qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis là, tu deviens super créatif avec tes idées, puis... ça, j'imagine que j'ose espérer que quand ça va terminer, tout ça va rester. Là. Ben j'espère, tu sais, ben j'espère, tu sais, comme j'espère que c'est au moins ces côtés positifs-là vont nous rester puis qu'on retiendra pas juste genre de la merde, là. Exact. Mais ouais. tu sais, mettons comme nous autres, on s'était acheté des pains puis je voulais faire des sandwichs au tempeh. Puis là, ça faisait 2 jours qu'on avait fait l'épicerie puis j'interdisais mon chum puis mon coloc de
de manger les pains. J'étais comme, c'est pour les sandwichs au tempeh! Puis là, on les mangeait pas. Puis là, 2 jours plus tard, finalement, ils ont toutes moisi. J'ai vraiment vécu un gros deuil. Là. Tu sais, tout est décuplé aussi, là, j'ai l'impression. J'étais comme, on a perdu les pains, les gaspillages. Hey, là, tu peux juste imaginer la pointe de l'iceberg de c'est quoi être à occupation double. Hey, mais pour vrai, moi, j'ai des amis qui travaillaient, eux autres, de l'autre côté, là, qui faisaient le Love Story, qui étaient comme réalisateurs, puis monteurs, puis tout ça, sur l'équipe de Love Story. Puis j'ai un ami, entre autres, mon ami Félix, qui me disait, il dit, je me sens exactement comme un lofter. Il dit, c'est la même chose. Il dit, on est tous des lofters en ce moment. Fait que j'imagine que, ben, ça s'applique à Occupation Double, à part que vous étiez dans des lieux paradisiaques avec une piscine, puis genre un gym, puis comme 7 autres personnes. Mais je sais pas si c'est pire ou si c'est mieux, en fait, les 7 autres personnes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'autre question. Mais tu sais, quand tu dis on perd le pain puis c'est un drame, après ça, c'est que tout devient décuplé puis tout devient des drames. Là, tu sais. Mais c'est vrai que les gens vont comprendre un peu plus ce que vous avez vécu. Mais je sais pas s'ils vont le faire à genre Chambly ou quoi, hein, finalement. Je sais pas s'ils vont le faire, en fait. Ben, ils pourraient le faire à Terrebonne comme la saison 1. Parce qu'en ce moment. Amener Eric Salvaire, ta caillette. Ben oui, c'est ça. Mais c'est qu'en ce moment, c'est de la pré-prod déjà. Là, techniquement, la pré-prod est en route. Là, déjà. Ils sont déjà en train de scouter les locations en ce moment. Puis tout. Là, fait que. Ouais. Mais ils ne doivent pas le savoir eux-mêmes. Parce que personne ne sait combien de temps ça va durer, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ils doivent être en gros stand-by. Là. Ouais, nous autres, mettons, moi, j'ai des prods. Moi, j'étais chanceuse, dans le sens où je touche du bois, comme parce que j'avais pas de prod en tant que tel vraiment qui recommençait. Moi, mes tournages commençaient genre juillet, août, mais tu sais, même là, on sait pas comme exactement qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est ça ouais, c'est ça. Un peu, là, quand même. Juillet, août, tu vas peut-être être correct. Là, genre, c'est dur à dire. On sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Hein? Moi, ce qui m'a fait peur, c'est que le 2000$ par mois là, du fédéral, là, ben, c'est pour une période de 4 mois. Ça veut dire qu'il. Ça veut dire que tu dis, OK, fait que pendant 4 mois, il prévoit que je pourrais probablement pas travailler. Là, je pensais que tu trouvais que c'était pas beaucoup, dans le sens que j'étais comme si ça continue. Moi, je suis quand même négative, là, dans le sens que j'aime mieux m'imaginer que ça va durer 1 an. Je pense pas, là. C'est vraiment pas ça les pronostics, mais j'aime mieux m'imaginer que ça va durer vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Comme ça, si ça dure 4 mois ou 2 mois, ben, je vais être contente. Mais ça se peut que ça dure comme plus que ça. Mais moi, je trouvais que 4 mois à partir du mois d'avril, ça veut dire que avril, mai, juin, juillet. Tabarnak, man, ça a été compliqué. Ouais. Avril, fuck. Avril. C'est quoi avril? Fuck. Fait que, ouais, mais c'est ça. Ça nous amène jusque genre en nous, on va commencer à vivre peut-être, là. Peut-être. Normalement. C'est débile. C'est pas vrai. On en parlait un peu d'hommes ensemble, mais à chaque matin, je me réveille et on dirait que j'y crois pas encore. T'sais. On dirait que c'est une espèce de flou constant, un genre de. Est-ce que vraiment on est en train de vivre ça collectivement? Moi, les premiers matins, je me réveillais, puis moi, je fais souvent des rêves de fin du monde, là, genre de zombies, puis de genre whatever. C'est un bon timing pour faire ça. Là. Ouais. Mais là, je me réveillais, puis je pleurais, puis j'étais comme, j'ai fait un cauchemar, là. C'était comme, puis là, je prenais conscience que non, c'était la réalité, tu sais. Fait que j'étais comme, non, OK, c'est ça. Aïe, aïe. Ouais. Tu te réveilles 3 fois, là, tu sais. Puis là, une autre fois, puis là, la 3e fois, c'est encore la même chose. Là. Genre, fuck, le pire, c'est quand tu te réveilles, tu sais. C'est l'enfer, mais cela dit, moi, je pense que faut. Ben, en tout cas, je sais pas, moi, ça fonctionne pour moi, mais je conditionne mon cerveau à comme être dans. Ben, pas dans le déni, mais plus me dire, OK, ben, c'est ça ma nouvelle réalité. Tu sais, c'est ça ma vie. Je fais à manger, je fais le ménage, je m'entraîne chez nous, puis j'écoute des affaires, puis j'essaie de pas penser au futur parce que sinon, je trouve ça trop épeurant, là. Mm-hmm. De me dire comme, je pourrais. Ben, en même temps aussi, je pense que c'est bien. Puis je pense que c'est. Moi, ça m'a vraiment remis beaucoup de mes privilèges d'en face, là. Ouais. Comme quoi, mettons, par exemple? Ben, tu sais, la liberté, en fait, tout simplement. Ne serait-ce que la liberté d'aller où je veux, tu sais, on a daily basis, genre juste d'aller, mettons, à l'épicerie, là, tu sais, je veux dire, là, après, je pense, mettons, aux prisonniers qui ont perdu cette liberté-là, qui ont perdu ce privilège-là. Mais tu sais, ne serait-ce aussi que de voyager, d'avoir l'argent pour voyager, d'avoir les sous pour aller au restaurant, pour sortir au théâtre, au cinéma, dans les bars.
toute cette espèce de rapport-là et à l'argent et à la liberté que ça donne, on dirait que ça m'a vraiment fait un choc, là, parce que, tu sais, je me disais, oh mon Dieu, je pourrais plus voyager dans les 6 prochains mois. Puis j'étais comme, hey man, il y a des gens qui n'ont jamais voyagé de leur vie. Puis je veux dire, je le sais, puis je suis consciente de ces privilèges-là, mais on dirait que là, c'est quand, veux pas, t'es confronté à ça. J'imagine que, je sais pas. Ouais. Il y a beaucoup de choses que. Puis effectivement, privilège, j'imagine que privilège, c'est le mot pour ça, là, mais beaucoup de choses qu'on prend pour acquis dans notre vie. Ouais. Dernièrement, je réfléchissais à, tu sais, tous les événements, les événements rassembleurs, par exemple, tout ce qui est spectacle, tout ce qui est festival, match de sport, tu sais, où est-ce que tu te regroupes plein d'individus avec un intérêt commun pour célébrer cet intérêt-là, tu sais. Puis que dans la vie de tous les jours, on prend pour acquis qu'ici, en Amérique du Nord, on peut faire ça. Tu sais, si tu veux t'acheter un bien pour le Canadien, tu te l'achètes, puis tu vas triper avec toutes les fans du Canadien sur ça, tu sais. Ouais, exact. Mais là, moi, maintenant, j'y pense. Puis, tu sais, le Festival d'été de Québec, là, moi, j'avais vraiment hâte d'aller voir Rage Against the Machine, tu sais, puis d'aller rager là, contre le système avec plein de gangs de tripeux comme moi, là, tu sais. Puis là, je me dis, hey, c'est pas fait, là. Tu sais, le festival d'été, il est loin d'être fait, puis même que je suis même pas capable en ce moment, dans la situation qu'on est, où est-ce que je vais courir dehors, puis je fais des détours de 5 mètres autour du monde pour pas les croiser. Je me dis, Christ, qu'on est loin de ça. Tu sais, ce qu'on prenait pour acquis de comme, hey, ça va être malade cet été, on va tous se regrouper en des centaines de milliers, des dizaines de milliers pour aller triper. Ben là, ça n'arrivera pas. Avec tes amis, tu sais, mettons, genre des gros festivals, c'est sûr que, mettons, je vais juste fermer mon store parce que là, il fait clair, puis là, je suis laide comme un vieux pain. Un vieux pain. Minute. Mais tu sais, là, de passer, man, là, on peut même pas se rassembler genre plus que 3, là, finalement. Ouais, un souper fondu avec des amis. Ça aussi, on le prend pour acquis. Pensez qu'en juillet, au festival d'été, on va pouvoir se rassembler 80 000 sur les plaines d'Abraham. Je doute. J'ai des petits doutes. Faudrait que la courbe soit morte à ce moment-là, sinon ça va juste repartir, tu sais. Ou qu'il ait trouvé un remède ou je sais pas quoi, là. Ouais. Mais tu sais, tu disais comme, c'est ça, mettons, juste les shows, en effet, c'est fou qu'on le prenait pour acquis, là, comme... On s'est jamais dit, hey, un moment donné, on pourra plus aller voir de spectacle ou je sais pas quoi. Tu sais, moi, j'avais des billets pour Half Moon Run, c'est moins un gros événement, mais c'est débile aussi. C'est quand même fou, mais comme tu disais, Dom aussi, juste de voir ses amis, là, juste de pouvoir être 4 autour d'une table, puis de jouer à un jeu de société, puis c'est quelque chose que jamais je me serais dit, ah, mon Dieu, je pourrais peut-être perdre ça, tu sais. Vraiment. C'est fou, man. Puis ce qui est le plus fou, c'est que ce qu'on vit, puis en même temps, c'est comme rassurant d'une certaine manière, c'est que tout le monde sur la planète, dans le fond, pratiquement, vit ce qu'on vit en ce moment. Tu sais. Puis, tu sais, des fois, une journée que tu restes à la maison, puis tu fais pas grand-chose, puis justement, tu fais du ménage, tu te fais manger, il y a un petit sentiment de culpabilité de « Ah, j'ai pas fait de quoi », mais là, c'est comme tout le monde fait ça. Ouais, c'est pas le choix. Il y a personne qui prend de l'avance. Il n'y a pas de fear of missing out parce qu'il n'y a rien to miss out, là, tu sais. Mais moi, tu vois, je me sens quand même coupable parce que, mettons, les journées où je joue à Sims ou genre Animal Crossing sur ma Switch, puis comme je fais vraiment rien, puis je sers vraiment à rien, comme moi, j'ai quand même un sentiment. C'est là que je réalise aussi que mon anxiété de performance n'est pas juste liée à ma job, elle est liée à moi, en fait, complètement. Parce que je suis comme, je pourrais être en train d'apprendre une langue, je pourrais être en train d'apprendre à faire telle affaire, je pourrais être en train de genre. Je pourrais tout le temps être en train de faire quelque chose, on dirait, dans ma tête. Puis c'est là que je réalise que c'est ça. C'est pas juste par rapport à ma job, puis c'est pas juste comme. J'ai juste quelque chose dans ma tête qui me dit tout le temps que je suis pas assez ou que je fais pas assez de choses. Mais ça, je pense qu'on est tous un peu. Je pense que notre société nous a. Notre société, genre, occidentale, nous a tous rendus un peu comme ça, là. Comme, il faut tout le temps être efficace puis être en train de faire des affaires. Mais tu sais, même si la planète est en train de rien crisser, moi, je suis encore en train de me dire que je pourrais être en train d'apprendre l'espagnol. Je suis comme, ben ouais, apprendre l'espagnol pour aller, genre, pour voyager quand, la folle, dans 2 ans, là, tu sais, comme.
En tout cas. Mais tu sais, si on peut profiter de ce moment-là, tu sais, là, comme dirait François, Monsieur Legault, on met le Québec sur pause. Mais Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Monsieur le Président du Québec. Le Président du Québec. Si on peut se mettre. Puis le gars vraiment chaud à côté, là, M. Arruda. Ouais, le gars chaud à côté. Je le trouve vraiment beau, M. Arruda, mais je sais que tout le monde a trouvé. Il est légendaire, là. Puis, mais tu sais, si on peut en même temps se mettre sur pause puis apprendre à être capable de se mettre sur pause, tu sais, c'est un bon prétexte, un bon moment pour faire ça, tu sais, puis à comme juste se reconnecter avec c'est quoi être un humain, là, tu sais. Ben, tu sais, là, moi, je considère que tu as extrêmement raison. C'est juste que je sais qu'il y a des gens en ce moment que c'est pas, tu sais, nous, je pense, ben, en tout cas, moi, je me considère chanceuse parce qu'en ce moment, j'ai pas de problème d'argent, tu sais. Fait que je peux comme cuisiner, puis genre jouer aux jeux vidéo, puis me poser des questions sur comme mon moi, puis sur prendre une pause. Puis... Mais tu sais, je sais qu'il y a des gens en ce moment qui sont sur la grosse panique, puis que leur vibe, c'est pas ça. Je pense qu'on a chacun notre vibe, puis on est chanceux. Je pense qu'il faut quand même considérer qu'on est chanceux de pouvoir voir ça comme une pause et non pas genre je serais pas capable de payer mes bills pour la prochaine année. C'est pas c'est ça. Tu sais, je veux dire, nous, on est touchés un petit peu par ça, tu sais, l'arrêt complet, là, on a fermé le studio, entre autres, puis il y a des contrats qu'on n'aura pas. Puis malgré tout, je veux dire, je suis pas en train de me demander comment je paye mon loyer dans 2 jours. Puis tu le dis bien, Kat, c'est d'imaginer, parce que c'est sûr qu'en ce moment, il y a réellement des gens qui n'ont pas le revenu nécessaire pour continuer à vivre. Puis ça, c'est... Je veux dire, ça, une fois que tu réalises ça, là, tu réalises que nous, oui, on vit la crise, mais je suis encore capable de mettre mes souliers, d'aller courir dehors, puis c'est pas la fin du monde, tu sais. Mais si j'avais, en plus de comme l'espèce de sentiment d'arrêter ma vie pendant un instant, si j'avais en plus l'espèce de pression complètement insane de ne pas pouvoir nourrir ma famille, de ne pas pouvoir avoir un toit, puis mettons, tu sais, je veux dire, oui, mettons pour les travailleurs autonomes comme 2000 $, par mois, mettons, pour tout le monde qui ont besoin de ça, je comprends, 2000 $ par mois, mais 2000 $ par mois, ça descend aussi vite quand tu n'as juste aucune rentrée d'argent, tu sais. Mettre 2 mois comme ça, là, avec 2 enfants, là, puis... C'est ça, exact. Mettons, le 2000, c'est comme... Moi, ça va, là, ça va vraiment être correct, mais je veux dire, si j'avais 2 enfants, comme tu dis, justement, je serais vraiment... Ben, oh non, c'est l'enfer. C'est stressant, là. Imagine vivre comme ça, c'est fou, là. Ben, tu sais, faut se dire que faut penser à la Chine, là, tu sais, la Chine, ils recommencent à être corrects, eux autres, tu sais. On a quand même suivi des mesures assez strictes. Ouais, exact. Fait que, tôt dans le processus aussi, là. Ouais, on a pogné ça de bonheur. Vraiment, ça, c'est pour toutes les fois où est-ce que je suis moyen en accord avec le gouvernement du Québec en ce moment, je pense que ça a été vraiment... Je pense que c'est unanime, là, ça a été vraiment une gestion de crise impeccable là, pour l'instant. Puis... Quand tu compares ça au vieux Trump, là, tu sais, comme... Hey, lui, ça fait peur, là, mettons, genre, il veut pas le voir, il se ferme les yeux, avez-vous vu, parce que... oh mon Dieu, il faut pas que je me regarde, ça n'a pas de bon sens. Avez-vous vu, je perds mes mots, ça n'a pas de sens, je suis pas habituée de parler avec des humains. Le gouverneur de New York, il a demandé d'avoir des ventilateurs parce qu'ils sont dans le caca, là. Puis, ils ont demandé des ventilateurs puis des respirateurs à Trump, à la Maison-Blanche. Puis Trump était comme... Il trouvait qu'il avait été bête avec lui puis que le gouverneur avait été irrespectueux à son égard. Fait qu'il a envoyé 400 respirateurs alors que l'État en a besoin de genre 3000. Puis Trump, il a comme fait, c'est ça, c'est pas de même, ça fonctionne. Là. Si t'es fin avec moi, je suis fin avec toi, puis c'est ça qui est ça. Je suis comme doute, il y a genre des gens qui sont en train de mourir en ce moment, puis toi, t'es... Oh. C'est débile. Puis dernièrement, tu sais, je regarde genre son compte Twitter, là, puis hier, il est genre dans le pire moment de crise, OK? On est dans le pire moment de crise de la vie de tout le monde qui vit en ce moment, là, tu sais. Puis sur son compte Twitter, il tweet les ratings de télévision
de ses speeches dans le bureau ovale. C'est pas vrai. Genre, il dit, on a reaché 8,5 millions, puis là, c'est comme, ils se vendent de ça, mais c'est même, c'est dégueu. Genre, tu peux pas faire ça. Ils se vendent, mais comme doute, parce que tout le monde est chez eux, ils n'ont rien d'autre à faire. C'est sûr qu'ils te regardent, t'es un maniaque. Ouais. Ah, c'est débile. Puis, on en parlait, Dom, l'autre fois aussi ensemble, tu sais, s'il y avait un doute que ce gars-là était pas apte à être président des États-Unis, s'il y avait un doute, là, il n'y a plus de doute. Genre, il n'y a plus de doute. C'est la pire gestion de crise au monde. Mais... De tous les leaders mondiaux, la pire gestion de crise. Ben, c'est parce que là, les États-Unis sont rendus la nouvelle pire place au monde pour le coronavirus. New York, c'est l'hécatombe, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, ce que tu viens d'expliquer, ce que tu viens de dire, ça montre juste que le gars est complètement dénué de la capacité d'avoir de l'empathie pour quoi que ce soit. Puis c'est always about him. Là, tu sais, c'est tout le temps, c'est du gros narcissisme le pur. Puis là, je sais qu'il y a du monde qui va écouter le podcast. Chaque fois qu'on prononce le mot Trump, dans les commentaires, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais... Ah ouais, pourquoi? Au Québec, il y a quand même une certaine population, probablement à l'extérieur de notre chambre d'écho, à nous autres, qui est pour une restriction vraiment grande des politiques d'immigration. Puis probablement qu'il y a beaucoup de monde qui endosse des politiques de Trump par rapport à ça. Puis Trump a des gens qui l'endossent un peu partout dans le monde, là, des gens plus conservateurs. Ouais, là, je pense que c'est juste je veux dire, tu peux pas... En ce moment, tu peux pas dire « Oh non, tu fais bien. » Genre, tu sais... Ben, c'est parce que je veux dire, si tu t'intéresses moindrement à la politique en général, t'as beau être d'accord avec ces politiques d'immigration, mettons que t'es raciste, c'est bas. Je vais me faire envoyer du hate mail. Mais donc, t'es vraiment de droite. Mettons que t'es extrêmement de droite. Que t'es contre l'immigration. Mettons, disons que t'es contre l'immigration de masse, c'est ça, mettons, là, ta vibe. Malgré tout, si tu t'intéresses moindrement à la politique américaine, tu peux pas être d'accord avec Trump en général. Je veux dire, tu peux pas l'appuyer, ne serait-ce que juste pour ça. Cela dit, après, il y a des gens qui basent leur politique sur des petits points comme ça. Là, je veux dire, il y a des gens votent sur un aspect précis qui leur tient à cœur. Là, exactement. Là, il y a tellement de gens qui trippent sur le go depuis certaines affaires vraiment très précises. Là, moi, je me rembarque plus dans ces affaires-là parce que je me suis vraiment fait... niquer ma gueule sur les réseaux sociaux par rapport à la loi 21. Là, mais... peu importe ta prise de position, tu vas te faire niquer la gueule, ces réseaux sociaux. Comme il n'y a pas de façon de s'en sortir. Là. Non, c'est ça, exact. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens aussi sont comme « Ferme ta gueule, toi, t'es une comédienne, on n'a pas besoin de ton avis politique. » Je suis comme « Ben toi, ta photo de profil, c'est un chat. » Genre, fait comme pourquoi toi, ton opinion politique est plus... T'aurais plus le droit de le dire que moi parce que je suis comédienne? Des fois, les gens sur Internet me font peur. C'est tough. C'est tough, la politique sur Internet. C'est tough parler de ça. C'est tough d'en parler en personne avec ta propre famille, tu sais. Ouais. Fait qu'imagine quand il y a un filtre d'un écran, du monde qui peut se cacher derrière une photo de profil d'un chat. Puis, tu sais, je veux dire, après ça, c'est ce qui crée le plus de conflits dans les foyers au Québec. Mais sur Internet, ça ne sera pas différent. Est-ce que vous débattez, vous, avec les gens sur... mettons, réponse. Faites-vous ça des fois? Ou... Sur Twitter? Sur Twitter ou sur Facebook, dans les commentaires ou sur peu importe où. Moi, des fois, oui. Mais j'ai réalisé, je ne me rappelle pas qui m'a fait réaliser ça ou si c'est un article que j'ai lu ou... Enfin, en tout cas, je ne sais pas d'où ça vient, mais je veux juste dire que ce n'est pas moi qui a inventé cette affaire-là intelligente que je m'apprête à dire. Un moment donné, il y a quelqu'un qui me parlait des débats sur Facebook puis sur les réseaux sociaux. Puis comme quoi... quand tu débats sur les réseaux sociaux, c'est souvent plus un show qu'autre chose. Fait que, tu sais, mettons, tu vas commencer à t'obstiner par rapport à quelque chose, puis là, tu veux juste essayer de diss un peu la personne, puis un peu de la boucher, là, tu sais, puis d'avoir l'air plus intelligent que la personne. Fait que l'autre fois, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose sur Facebook, puis là, j'ai commencé à commenter. Puis là, la personne a répondu, puis là, je suis arrivée pour y répondre quelque chose d'un peu genre... Puis je me suis dit, non, attends, cette personne-là, je l'aime. J'aurais le goût qu'on ait ce vrai débat-là, mais en privé. Fait que je suis allée lui écrire en privé, puis comme de fait, on s'est entendu en
15 minutes, on s'est parlé, on s'est compris, on a échangé nos points, c'était pertinent. Alors que je sais que si j'avais continué à échanger en dessous de son statut, ça aurait mené nulle part. Fait que un moment donné, j'ai comme arrêté, moi, de m'obstiner sur les réseaux sociaux en public parce que je pense que ça sert vraiment à rien. Ouais. Mais moi, j'avais entendu, c'était à Radio-Can, à radio, qu'il y avait une étude là-dessus, puis qui disait qu'après 5 réponses, mettons, justement, là, dans une obstination sur Facebook ou autre, après 5 réponses, c'est impossible de faire changer l'opinion de l'autre. Ah ouais? Dans le sens que si c'est rendu jusque-là, ça veut dire que les deux camps vont jamais s'écouter. Fait que même que tu arrives avec le meilleur argument du monde, plus ça dure, moins c'est valable. Puis en général, justement, les gens qui vont commenter puis vouloir débattre, c'est pas sur Facebook que tu vas changer leur opinion. Là, non, pas en commentaire. Peut-être en face à face, tu vas avoir plus de chance. Puis encore là, c'est dur de changer l'opinion de quelqu'un qui est forgé sur une vie de bulle, là, de sa bulle. Puis... Ben oui, parce que même moi, en tout cas, quand je m'obstine, mettons, avec des amis ou dans un débat, je veux dire, le débat, il peut durer 1 heure, là, dans le sens que si tu es vraiment contre, c'est pas avec un inconnu sur les réseaux sociaux que tu vas commencer à changer d'avis, là. Ben non, exact. Mais moi, c'est quand même les gens qui insultent ou qui, tu sais, sont super, qui ont un manque de respect, puis là, t'es comme, OK, mais pourquoi tu dis ça? Ils sont comme, ben c'est mon opinion, j'ai le droit. T'es comme, oui, mais pourquoi tu le dis? Ben, c'est parce que j'ai le droit. C'est tout le temps, j'ai le droit. Puis t'es comme, ben oui, je comprends, mais dans le sens, est-ce que tu réalises que, faut pas que je pense à ça parce que ça me met trop en crise. C'est bon, ça, mais c'est une bonne technique de mettre ces gens-là en introspection, là, de genre... Non, mais moi, j'ai lu, là, puis il n'y a aucune introspection qui se donne. Okay. C'est vraiment genre, l'autre fois, il y a une dame sur mon Facebook qui a écrit... Sur ton Facebook personnel, j'allais dire le nom de ton Facebook. Persoyo. Non, c'est une femme avec qui je suis amie Facebook, puis elle a écrit en dessous d'un truc de Radio-Canada, genre elle a dit « Cette émission est dégoûtante, c'est pourri », tu sais, genre un truc de même. Fait que là, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais dans la vie ou... En fait, c'est quelqu'un qui m'avait demandé comme ami Facebook, puis je pense qu'on avait beaucoup de liens en commun, fait que je savais qu'on était amis Facebook, puis elle a écrit ça d'une émission. Puis là, j'ai écrit, puis j'ai dit, ben, vous savez que ça peut blesser quand même comme commentaire, tu sais, dans le sens que peu importe si je suis d'accord ou pas avec vous sur si l'émission est bonne ou pas. Il y a du monde qui ont mis beaucoup d'efforts dans cette affaire-là. Ben, il y a du monde qui ont travaillé là-dessus, il y a du monde qui aime cette émission-là. Il y a un réalisateur, une réalisatrice qui est derrière ça, qui va peut-être voir ce commentaire-là, puis c'est un commentaire qui est pas nuancé, qui est inutile. Fait que j'ai comme écrit un peu, puis elle était comme, ben franchement, si cette personne-là a de la peine pour ce commentaire-là, c'est un commentaire qui veut rien dire, c'est un commentaire inutile. Si je dis ça de même, je suis comme... Écrivez-le pas. Ben d'abord, pourquoi vous l'avez écrit? Puis au début, elle était comme un peu frue, puis... Après plusieurs messages, une année, elle a fini par le supprimer. Puis elle m'a dit, je l'ai supprimé, mais pas parce que... mais elle a fini par le supprimer. J'étais comme... Ça, c'est la technique de Doom. Là. Doom, quand tu lui dis, « Hey man, peux-tu faire ça? » Il va te regarder, il va faire, « Personne me donne des ordres. Mais je vais le faire. » C'est pas parce que tu me le demandes, mais je vais le faire. Je vais faire ça. Mais je veux que tu saches, c'est pas parce que tu me le demandes, c'est parce que j'ai décidé de faire ça. J'ai vraiment envie à la base. Exact. Mais Safia Nolin, quand elle était venue au podcast, c'est une des premières invitées qu'on avait eues, puis elle nous avait dit que, tu sais, elle, du hate, elle en a reçu plus que quiconque. Attends, qui ça? J'ai pas compris, parce que Safia Nolin. Ah ouais? Elle en a reçu plus que n'importe qui sur la planète, là. Fait que... Puis elle disait que, tu sais, pendant un bout, elle écrivait au monde qui écrivait des messages gratuits. Tu sais, mettons, Thérèse qui écrit elle est grosse et elle pue et elle m'écoeure, tu sais. Oh mon Dieu! Elle y écrit, puis là, elle y écrivait en privé, cette madame-là. Bonjour, genre, votre commentaire m'a fait de la peine, pourquoi vous avez écrit ça? Puis souvent, les gens écrivaient je ne voulais pas vous blesser, je m'excuse. Mais pourquoi tu le dis, la folle, maudite Thérèse? Il y a des gens on dirait qu'ils ont l'impression qu'ils vivent dans une autre dimension là, que ce qu'ils voient à la télévision. Là, tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, la relation avec la surtout
à Montréal, c'est moins pire parce qu'à Montréal, on est habitué de voir. À Montréal, les gens de Montréal, maintenant, j'en fais partie, on est habitué de voir des gens connus, tu sais, dans la rue ou de croiser des célébrités, tu sais, mais j'ai l'impression qu'il y a comme, quand tu vas en périphérie, un petit peu plus au Québec, la relation avec les gens de la célébrité, j'imagine que c'est que tu imagines un peu comme, tu sais, Brad Pitt qui gère pas Internet, là, tu sais, qui a une équipe qui gère ses messages puis tout. Fait que là, tu peux écrire genre à Safia Nolin d'aller chier, mais au Québec, c'est. Safia Nolin, elle va lire ça. Genre, tout le monde, il n'y a aucune célébrité au Québec qui s'occupe pas de ses réseaux sociaux, là. Aucune. T'sais. Et pourtant, tu sais, mettons, tu vas en région de Montréal ou en banlieue où les gens sont super respectueux puis super gentils. Puis, en tout cas, moi, mon expérience, tu sais, je sais pas, les gens, ils sont pas plus. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis je pense que tu as raison, mais ce qui est fou, c'est que les gens méchants puis irrespectueux, c'est juste sur Internet. Il y a personne qui peut te voir en vrai puis te dire genre t'es grosse puis tu pues, là, tu sais, comme. Mais non, c'est clair. C'est vraiment juste sur Internet que les gens ils se permettent ça. Mais connaissez-vous la page Celui qui le dit? Ouais, c'est genre les photos du monde avec une. Tellement bon, ça. C'est bon. Tellement drôle. Des fois, je pleure de rire. Mais là, ça fait longtemps, il me semble qu'ils n'en ont pas fait. Mais c'est ça, Doom. Tu sais pas c'est quoi? Non. C'est du monde qui prennent des commentaires, justement parce que ça me fait penser à Safia Nolin, parce qu'il y a une année, quand elle a fait sa sortie, elle essayait d'aller moins sur les réseaux sociaux, puis là, elle avait fait une photo où elle était nue ou dans son clip ou je sais plus quoi. Là. Ouais, dans son clip. C'était après son clip où est-ce qu'elle était nue dans le clip. Puis là, il y a des gens qui écrivaient des commentaires, évidemment, super irrespectueux puis méchants. Puis tu vois, Celui qui le dit, la page Facebook, puis je pense qu'ils ont un compte Instagram, ils prennent la photo de profil des gens qui ont fait le commentaire, puis ils écrivent le commentaire sur cette photo-là. Fait que tu sais exactement qui a dit le commentaire, sauf que souvent, c'est genre du monde qui n'a pas de bon sens eux-mêmes. Tu sais, mettons, c'est tellement drôle de mettre en parallèle le commentaire que la personne a écrit puis sa face. Parce que des fois, madame aussi sont avec leur chat ou avec leurs petits-enfants, puis c'est genre retourne manger de la marde de chameau, tu sais, genre des trucs super racistes, puis des trucs t'es comme « Oh mon Dieu! » Mais c'est ça, mais des fois, ces gens-là, tu regardes leurs photos puis tu te dis « Ça pourrait être ma tante ou ça pourrait être... » Mais non, mais genre des fois, c'est ma tante, là. Tu sais, c'est ça le pire, là. C'est ça le pire, là. C'est comme, tu vois, c'est ça, une vieille madame qui est comme... Qui tous les petits cheveux gris, puis comme, tu vois, être devant une bibliothèque, là, c'est genre... elle écrit, je sais pas sur quel compte, là, genre Asti, vous servez à rien, genre Chris de gang de quatre. Puis là, elle écrit ça genre à la Nice, là, tu sais. C'est comme, genre, c'est quoi le rapport, là? Oh non, c'est ça, il est. Oh là là. Non, il y a des gens qui avaient besoin d'un petit cours de réseaux sociaux, là, de petits cours de bienséance sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Ça devrait venir au Apple Store, là, tu sais, quand ils font les cours Genius là, aux personnes plus âgées qui veulent apprendre Internet. Là. Ouais, le Genius. Genius. Juste dire, hey, by the way, là, tu sais, si vous écrivez quelque chose, ça va être lu par quelqu'un. Faites attention à ce que vous faites. Ce qui est fou, c'est que quand vous allez faire le commentaire, les gens, ils peuvent le voir. C'est ça, c'est le petit twist. C'est pas juste pour vous et vos amis, là. Non. Mais en plus, on veut pas, on check beaucoup les réseaux sociaux, là. En temps de pandémie, on n'a pas grand-chose de plus à faire, là. Ouais. Mais je trouve que en ce moment, peut-être que ça va être un genre de... J'avais cette discussion-là avec une journaliste de Radio-Can, Saguenay. Puis elle m'avait passé en entrevue pour justement les influenceurs qui ont fait un appel aux jeunes pendant de rester à la maison, dans le fond. Là. Ah oui, quand Arruda y avait demandé, c'était ouais, c'est ça, exact. Puis le raisonnement à lequel j'étais arrivé suite à sa question, c'était de voir que probablement que les gens en ce moment vont réaliser ce que les réseaux sociaux peuvent avoir de positif pour la suite des choses. Parce qu'en ce moment, ce n'est pratiquement que par les réseaux sociaux que les gens se divertissent ou que les gens peuvent interagir et rester à jour. Fait que j'ai l'impression que possiblement que la perception va changer, qu'on va réussir à utiliser ça un petit peu plus pour le positif, puis moins pour juste justement le hate comme ça. Puis ces choses-là, je pense que la frontière entre les médias va être de plus en plus floue, j'imagine.
Mais clairement que cette crise-là va avoir amené, j'imagine, une nouvelle façon de voir la façon d'utiliser les médias sociaux pour rejoindre certaines personnes. Ben, autant que les gens réalisent, je pense, ben, en tout cas, j'espère, vont réaliser l'importance, comme tu dis, et des réseaux sociaux et des gens qui créent du divertissement sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais autant comme la télé, la musique, Ben oui. les gens qui disent que les artistes servent à rien, je veux dire, j'espère qu'ils mettent ça dans leur pipe en ce moment, là, comme qu'est-ce qu'ils font de leur journée à part checker Internet, la télé, les films, whatever. Mais aussi, j'espère qu'il y a des gens sur Internet qui vont réaliser qu'il faut qu'ils varient leur contenu. Pas qu'ils varient leur contenu, mais que ben en tout cas, même moi, je veux dire, moi, c'est pas même moi, mais dans le sens que, tu sais, en ce moment, je peux rien faire, là. Moi, je sais rien faire de mes 10 doigts. Je sais pas comme, j'écris pas tant, je peins pas, je fais pas de musique, tu sais, je suis pretty much inutile, là, en temps de guerre, là. Fait que, tu sais, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile? Mais j'espère aussi que les gens, mettons, justement, comme sur les réseaux sociaux, ça va leur pas ouvrir les yeux, là, c'est pas ça que je veux dire, mais qui vont trouver un moyen de renouveler leur contenu aussi. Tu sais, certaines personnes qui ont un créneau vraiment, vraiment précis, puis qui, c'est beaucoup, tu sais, des photos de voyage, puis des photos en général de produits, là, tu sais, je veux dire, oui, tu peux faire ça chez vous, mais on s'entend que ton contenu, ça ne sert pas grand-chose en ce moment. Ben, il commence à s'amoindrir, là, je veux dire. Ouais. Fait que j'espère que ça va tout nous donner un coup de pied dans le cul, en fait, pour vouloir faire plus artistiquement. Ouais. Puis là j'imagine, tu sais, on nommera pas de nom, mais je pense qu'on saisit un petit peu quel genre de personne tu fais référence. Là. Mais comme je te dis, je m'inclus là-dedans aussi. Dans le ouais, sens ouais, mais tout à fait. Mais tu sais, quand tu parles de toi en ce moment, tu es inutile en temps de guerre, je veux dire, ton utilité, tu l'as déjà faite. Tu sais, maintenant, si les gens veulent se divertir, il y a énormément de contenu dans lequel tu as pris part qui est disponible, tu sais, que le monde peut écouter. Il y a des heures et des heures d'œuvres artistiques dans lesquelles tu étais à part entière. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tout à fait utile en temps de guerre. Là. C'est calissement plus utile qu'une photo de voyage. En ce moment, les photos de voyage, ça apparaît crissement comme superflu. Là, tu sais, ben en fait, même, mettons, genre, moi, je vois des photos de voyage, les seuls feelings que ça me fait, même si les gens sont comme throwback, machin, premièrement, ça me fait de la peine parce que je suis comme. Puis deuxièmement, je suis comme. C'est dangereux voyager. Tu sais, comme. Il n'y a aucun moyen qu'une photo de voyage soit agréable pour moi en ce moment. Non, aucun. Ça me permet même pas de sortir de ma tête. Là, tu sais. C'est pas genre, je m'imagine en Grèce, là, c'est genre. Non. Mais je comprends ce que tu veux dire, sauf que, tu sais, oui, il y a du contenu que les gens peuvent regarder, sauf que quand même, j'aimerais ça pouvoir avoir un talent, tu sais, je vois du monde, mettons, qui joue du piano, qui chante, ou, tu sais, vous autres, vous avez votre truc, vous pouvez le faire à distance. Comme, moi, je lis comme, à tous les 15 heures, je lis une demi-heure de livre. Tu sais, genre, je lis une demi-heure de livre, mais comme, c'est vraiment la seule affaire, pour l'instant, à laquelle je peux contribuer pour faire une différence puis aider, tu sais. Fait que je suis comme, il faudrait que j'apprenne à jouer d'un instrument, mais comme, tu sais, peut-être que ça n'a pas rapport puis que je peux aussi servir à rien puis que c'est pas grave, mais... Mais tu peux au moins te consoler en disant justement que plus que jamais en ce moment, le monde consomme Faux Départ, ou le monde consomme les projets dans lesquels tu as fait partie, tu sais. Moi-même, dans dernier jour... Puis me vanter de mes codes d'écoute parce que le monde est en pandémie. Pas sur Twitter, là. Dis, hey, by the way, voici nos stats dans les 2 dernières semaines. Fuck you all. Projet 2000, full de views, genre, oh my God. C'est sûr. C'est sûr que ça n'a pas faire. Non, mais c'est vrai. Les vieilles reprises de Virginie vont avoir des codes d'écoute, là. 4,5. Ah, mon Dieu, c'était bon, 4,5. Ouais. Non, mais bref, moi, c'est drôle, PH, parce qu'on est connecté, mon PH, parce que je m'en allais directement à la même place que toi quand tu disais ça. Notre part, on l'a fait tous de manière différente, tu sais. Puis il y en a qui font rire, il y en a qui travaillent à l'épicerie, puis il y en a qui créent du contenu sur tout.tv pour que d'autres personnes puissent regarder ça, pour qu'ils se sentent un peu moins seuls, parce que, tu sais,
il y en a qui sont isolés tout seuls. Là. Il y en a qui sont isolés, man. Moi, j'étais avec quelqu'un, j'ai un coloc, puis toi, t'es avec ton chum. T'sais, il y en a qui ont besoin absolument de ce contenu-là, sinon, man, c'est faire fou, là. Fait à chacun son rôle, puis je pense qu'il ne faut pas commencer non plus à... Parce que je les ai vus, les commentaires aussi, puis moi-même, je suis musicien, fait que moi, quand je vois un commentaire de genre « Ah, les artistes, vous n'êtes pas priorité en ce moment, puis nanana, arrêtez de chialer », genre, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ce que tu fais, parce que... Pour ceux qui sont en audio, c'était 2 fingers. Ouais. Parce que tu ne me feras pas à croire que tu consommes rien en ce moment en quarantaine, parce que sinon, c'est sûr que tu es en train de virer fou. Mais c'est ça, les gens qui écrivent « Les artistes, vous n'êtes pas la priorité », premièrement, il n'y a personne qui a dit qu'on était la priorité. C'est juste qu'on est un système fragile où il n'y a déjà pas beaucoup d'argent, puis qu'on est des gens qui ne sont pas payés, Chris, dans le sens qu'on n'a pas de salaire régulier. Puis, fait que c'est pas une affaire de priorité, c'est une affaire de si vous voulez continuer à genre être assis sur votre divan en temps de pandémie puis checker des affaires, ben on va avoir besoin de 2-3 piastres au moins, là. Exact. Puis des fois, à lire les commentaires et avoir le nombre de fautes qu'il y a dedans, je me dis, tu devrais peut-être consommer un petit peu plus de culture que ça. Hey, mon Dieu, moi, c'est ça la joke que j'ai faite sur la loi 21, puis je me suis fait ramasser. Fait que... hey boy! Bon, ben j'attends les messages haineux, c'est correct. Watch out! Non, mais tu sais, c'est vrai, il y a les gens qui sont comme... Moi, ça, c'est tout ce pan-là qui me fait rire, là, les gens qui parlent de culture québécoise, puis qui sont comme notre culture québécoise. Puis c'est les mêmes gens qui chient sur Xavier Dolan, puis sur les artistes, puis qui savent pas écrire nécessairement, tu sais, bien. Puis évidemment, là, c'est grossier, puis on fait un portrait genre exagéré, là, tu sais. Ouais. Mais ça reste que si tu sais pas écrire en français comme du monde, c'est pas grave. Dans le sens, c'est pas un jugement. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une scolarité puis d'avoir, tu sais, d'apprendre à lire et à écrire. Sauf qu'après, viens pas me dire ma culture québécoise, c'est quoi ta culture québécoise? C'est fêter la Saint-Jean, genre, dans le sens, si tu sais pas écrire le français, si tu sais pas parler français, puis si tu te crises des films québécois, puis de la télé québécoise, puis tu tailles les artistes, puis tu chies sur, tu sais, comme, c'est quoi ta culture québécoise, alors? Mm-hmm. De quoi t'es fier? Ouais, c'est clair. C'est clair. Je veux dire, la culture québécoise va tellement plus loin que le français. Tu sais, va tellement plus loin que la langue qu'on parle. C'est toutes les œuvres artistiques qu'on fait. Puis j'avais jamais pensé à ça de la façon que tu viens de l'exprimer. Mais c'est vrai que la plupart du temps, l'espèce de discours radio-poubelle... Ouais. L'espèce de discours radio-poubelle comme les artistes servent à rien, c'est un peu les mêmes personnes qui sont tellement fiers de leur identité et de leur culture, mais que cette identité-là, sans le domaine artistique, n'existe juste pas, tu sais. Mais exactement, c'est ça qui est weird. Ouais. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je me dis. J'aimerais ça parler avec ces gens-là puis dire, OK, mais explique-moi, t'es fier de quoi? Du sirop d'érable, de la ceinture fléchée, de quoi? Tu sais, comme on n'était même pas là pour le bâtir, le Québec. Oui, nos ancêtres étaient là, mais je veux dire, de quoi t'es fier si t'haïs les artistes, puis si t'haïs le... Je suis très, très confuse, moi, par rapport à ça. C'est vrai, c'est une bonne question. Non, mais je veux dire, c'est quoi? Admettons qu'il y avait un extraterrestre qui descendait sur Terre et qui me disait « OK, PH, il connaît mon rôle. » Ben oui, il m'écoutait OD. Il m'écoutait OD, c'est ça. Il a juste montré une saison, ta saison de OD, puis dire c'est ça le Québec. C'est ça, voici le Québec. Genre, ils pensent qu'on est des Mongols. Ils pensent qu'on est tous des fous. Mais mettons qu'il vient voir et qu'il me dit hey, donne-moi 3 affaires qui représentent le mieux ta culture, tu sais. À mon avis, à moi, tu sais, probablement que ce serait 3 œuvres artistiques. Probablement que je lui donnerais, probablement que je dirais, écoute Crazy. Probablement que je lui dirais, écoute Le Dôme de Jean Leloup. C'est bon. Probablement que je lui dirais aussi, viens avec moi checker une patinoire extérieure où est-ce qu'il y a 12 jeunes qui se connaissent pas, qui jouent à un jeu avec la même passion. Probablement que je montrerais ces 3 affaires-là. Tellement.
si j'avais à montrer notre culture à un extraterrestre. Vous autres, c'est quoi? Moi, je dirais Fortnite, Netflix, puis Facebook. Facebook. Je dirais, regarde, c'est ça le Québec. Mais moi, je pense que ça serait. Moi, j'ai découvert, pas j'ai découvert récemment, là, je vais avoir l'air folle, mais j'ai commencé à lire Michel Tremblay. J'avais lu genre À toi pour toujours ta Marie-Lou puis ses pièces de théâtre quand j'étais un petit peu plus jeune. Mais là, j'ai commencé à lire les chroniques du plateau Mont-Royal. Puis ça m'a tellement touchée parce que j'ai lu La grosse femme d'à côté est enceinte en premier. Puis je me suis vraiment dit, ah, tabarouette, mon Dieu, c'est ça. Puis ça date pas d'il y a 1000 ans, là, je veux dire, mais c'est tellement intrinsèque à notre culture montréalaise. En tout cas, pour moi, ça me touche parce que ça se passe sur le plateau, puis j'habite là. Puis, mais tu sais, mettons, je reconnais le langage de mes grands-parents, je reconnais le langage. Fait que pour moi, les chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay, ça serait une de ces affaires-là parce qu'il parle beaucoup des gens qui viennent de la région aussi. Évidemment, c'est pas que montréalais, là. Fait que ouais, je pense que je leur ferais lire du Michel Tremblay. Je leur ferais voir un film de Xavier Dolan, probablement. Il y a quelque chose de vraiment... il y a quelque chose qui à mon avis, mais évidemment, il y a quelque chose, à mon avis, qui est vraiment semblable entre Crazy et Mommy. Ouais. Il y a comme toute l'espèce de... Premièrement, c'est vraiment ancré dans une époque précise, tu sais, qu'on est tous capables de reconnaître, même si c'est pas la même époque. Genre, il y a tellement de... Pour des gens de notre âge, tu sais, de notre génération, il y a vraiment des trucs qui sautent dans notre face, là, tu sais. Mais puis après ça, il y a tout l'aspect à la musique, il y a toute l'espèce d'historique autour de ça, mais ouais, effectivement. C'est comme un genre de regard sur un Québec qui n'est pas toujours beau, mais sans le juger non plus. C'est ça qui est le fun, je trouve, de l'œuvre de Xavier. C'est les personnages dans les films de Xavier, c'est pas tous des Xavier. Là. Xavier, sauf que tu sens quand même l'amour qu'il y a pour le Québec puis pour ces gens-là. Ouais. Exact. Puis que c'est des gens qu'il connaît, puis qu'il ne dépeint pas quelque chose qu'il ne connaît pas. T'sais, il n'est pas comme parler du monde pauvre, comme il est comme moi, c'est comme ça me fait penser à moi, je connais ces gens-là. Il va parler des choses qu'il connaît. Fait, c'est pour ça que c'est aussi réaliste aussi, je pense. Mais excuse-moi, vas-y. Non, mais parce que tu disais une affaire de le hockey, je trouve que c'est vraiment une belle idée, mais tu parlais de festival aussi tantôt. Je pense qu'un extraterrestre, tu pourrais y montrer un petit un francophonie, là, tu sais, ou genre une affaire de même. Je pense que ça nous représente bien aussi quand même. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, mettons qu'on parle de Xavier, est-ce que pour toi, le tournage de Mathias et Maxime, c'est une expérience qui était vraiment différente de tout autre tournage que tu as vécu ou au contraire, c'était très familier? Ben, je dirais un mélange des deux. Parce que, tu sais, mettons, faire un film de Xavier, c'est veux pas. Tu sens que tu fais quelque chose d'important. Quelque chose qui va avoir une bonne portée. Ben, portée, oui, mais aussi, tu sais, comme tout le monde qui est là est honoré d'être là, puis content d'être là. Puis je pense que ça devrait tout le temps être comme ça sur un plateau, là, tu sais, comme jamais les gens devraient être là puis se faire chier, mais Xavier est tellement... il crée aussi cette atmosphère-là sur le plateau. Fait que t'as comme l'impression de participer à quelque chose de grand. Fait que ça, c'est quand même vraiment spécial. Mais en même temps, vu qu'on était une gang d'amis puis qu'on était, tu sais, on est tous des super amis proches dans la vie, fait que c'était en même temps très familier, fait que c'était parfait, en fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. C'est-tu moi ou tu as eu une grosse année, mettons? Ouais, j'ai quand même une bonne année, ouais. tu peux le dire, tu as le droit d'être fier. Non, mais ouais, j'ai eu une bonne année. C'est ça qui est drôle parce que il y a des gens qui me disent, ou tu sais, je vois des commentaires sur Internet, les gens sont comme tout le temps elle, on la voit partout. Je suis comme, vraiment, je sais pas où tu. En tout cas, OK. Mais, tu sais, mettons, il y a des gens qui me disent que je suis partout puis qui sont allés de me voir puis que j'ai eu une grosse année. Puis il y a quelques mois, genre un mois ou deux, j'étais allée au spa. Puis le gars qui me faisait payer, il était comme, toi, t'as déjà été comédienne il y a longtemps, hein? Hey boy! C'est comme, ouais, mais tu sais, dans le sens, ça se peut, ça dépend ce que tu regardes dans la vie. Je suis pas comme, ah, mon Dieu, il me connaît pas. Je suis comme, ah, c'est vrai, je suis une fucking personne. Tu sais, fait que j'ai eu une bonne année parce que j'ai travaillé quand même, en fait, j'ai travaillé vraiment beaucoup. Mm-hmm. Mais ça reste que
je suis quand même contente parce que c'est des trucs desquels je suis fière, puis j'ai travaillé avec des amis. Puis, tu sais, j'ai pas travaillé 24 heures sur 24 sur des affaires qui me faisaient chier. Puis, fait que, ouais, je peux dire que j'ai eu une bonne année. Puis, tu sais, ça a bien commencé l'année passée, justement, avec Cannes. Puis, c'est sûr que ça crée comme une espèce d'aura de ça va être une cool année. Là. Ouais, c'est ça. Disons que, mettons qu'il se passe rien d'autre cette année-là, c'est quand même hot. Là, tu sais. Exact. Exact. Au pire, ça aurait été ça, là, tu sais. Est-ce qu'aller à Cannes, c'est genre oh my god, un rêve qui se réalise, puis c'est tellement puissant, puis c'est tellement émouvant, ou c'est genre ouais, finalement, c'est un peu du flafla, genre. On est en train de perdre PH, il est complètement détruit. Il vient de pogner le corona. Là. Ouais, c'est ça, excusez-moi. Ça passe à travers l'écran. Hein? Je l'ai. Non, c'est pas vrai. C'est quoi le feeling que tu avais là-bas? Honnêtement, Cannes, pour moi, c'était un rêve. C'est quelque chose que j'aurais... En fait, c'est que aussi Xavier, il va depuis tellement d'années, puis on le suit à distance, puis on le regarde sur l'ordi, puis on attend qu'il fasse le tapis rouge. Puis tu sais, c'est vraiment devenu mythique pour nous aussi par rapport à Xavier. Ouais. Et moi, je l'avais accompagné à un moment donné, quand il était jury au festival, j'étais allée avec lui. Puis je me rappelle, je regardais par la fenêtre de son hôtel, tu sais, qui donne sur Cannes, genre. Puis je regardais, puis je me disais, un jour, j'aimerais ça être là, puis avoir rapport, tu sais, être là pour moi. Ben, pour moi, mais dans le sens avec un film, là. Ouais. Puis 4 ans plus tard, je pense, on était là, puis on vivait ça ensemble, avec lui, avec mon chum, avec mes meilleurs amis. Fait que, oui, c'est mythique parce que c'est Cannes, puis que c'est le cinéma, là, tu sais, dans le sens... C'est le festival le plus important au monde, en fait. Ouais, tu sais, c'est un des gros, là. Fait que, oui, ça... Mais en plus, là, c'était de le vivre entre amis, puis d'être ensemble, puis d'être là pour Xavier qui présentait son film. Puis c'était vraiment fou. Là, j'espère le revivre dans ma vie, mais comme c'est impossible que je le revive de cette manière-là. Ça, c'est sûr et certain. T'sais. Fait que, ouais, c'était vraiment fou. Mais c'est sûr que c'est beaucoup, comme tu dis, de flafla. Là, je veux dire, c'est quand même un petit peu épeurant là, de voir la richesse des gens là-bas, puis... Mais c'est ça, c'est que t'as parallèlement un festival avec du cinéma de la plus grande qualité, avec le prix le plus prestigieux au monde en cinéma. Parallèlement à ça, t'as aussi les vedettes, les gros bateaux, puis les affaires de même. T'sais. Mais c'est quasiment 2 festivals, là, finalement. C'est vraiment weird parce que tu vois, l'année qu'on est allé avec le film, j'ai vu aucun film. À part Mathias Maxime. Puis on avait le temps de rien faire. T'sais, les gens étaient comme « Ah, vous avez dû faire le party! » Puis j'étais comme « Non, ben un peu, mais tu sais, le matin, on travaillait, on avait des photoshoots, on avait des entrevues. Tu sais, la journée que tu passes à faire des entrevues au complet, c'est une journée complète d'entrevues. Je pense que j'ai bu un café puis j'ai mangé genre un bout de croissant de toute ma journée. Tu sais, comme... C'est vraiment, vraiment intense. Mais l'année où j'étais allée avec Xavier, où il était jury, j'avais vu, je pense, 10 films. Puis là, on avait fait le party. On était allé sur les bateaux. Puis sur les... Tu sais, comme... Là, j'avais vu cette espèce de Cannes-là un peu indécent puis comme weird, là. Mais quand t'as un film, là-bas, t'es vraiment là pour le travail. Fait que, tu sais... En tout cas, nous, on s'était vraiment concentrés sur être en shape puis pas trop poqué, là. J'ai vraiment une pensée, j'ai vraiment en fait une tristesse pour le monde qui, mettons, qui espérait peut-être envoyer leur film là cette année. Ah, mon Dieu. Moi, j'y ai pensé comme égoïstement en me disant, mon Dieu, si ça avait été l'année de Mathias et Maxime, on aurait été inconsolable. Tu sais, fait que je peux même pas imaginer les gens. Ben, moi, en tout cas, je dirais pas qui quoi, là, mais j'ai quelqu'un de très, très proche de moi qui s'était fait dire par les programmateurs, t'as des très, très bonnes chances. Fait que là, c'est comme... Ouais, il va avoir lieu, le festival, dans le sens qu'il va avoir le jury va se réunir ou ils vont se réunir par Skype, ils vont regarder les films chacun leur bord, puis ils vont donner des prix, là. C'est-tu confirmé? Ben, moi, je pense que oui. C'est Pornhub qui allait streamer ça, live. Ouais, il a dit, hey, on va l'hoster, vous autres, votre festival. Ah, je pensais que c'était sérieux, j'étais comme... Ben, c'est sérieux. C'est sérieux? Non. Ouais. Mais c'est pas, je pense que pour être technique, je pense que c'est YouPorn et non Pornhub. OK. Pour être technique. Ici, au Sans Fil Podcast, par souci de respect de l'information exacte,
quand même, il faut être technique. Mais Non, tu sais, c'est il y a vraiment des. Pour rebondir là-dessus, Dom, il y a vraiment des coûts qui. Comme oui, que l'économie ralentisse, que il y a des gens qui perdent leur emploi, c'est triste, ça me fait de la peine. Mais il y a certains coûts qui, quand j'ai vu la nouvelle tomber, m'ont juste décrissé. Comme ça, mais principalement aussi les Jeux olympiques. Ouais. Tu sais, les Jeux olympiques qui sont reportés 1 an, pour monsieur, madame, tout le monde, peut-être que ça signifie pas grand-chose. Tu sais, c'est juste reporté, ça va être les mêmes athlètes qu'on voit tout le temps de toute façon. Moi, j'avais vraiment une pensée pour les gens qui étaient en fin de parcours. Oh mon Dieu. Dernière année qui se disait une dernière année, toutes dans le même, tu sais, toutes dans le même panier pour aller aux Olympiques. Je veux dire, c'est le rêve d'une fucking vie. C'est ça. C'est le rêve d'une vie. Tu sais, puis mettons les artistes qui perdent des gigs ou même un festival, tu sais, c'est comme, OK, là, ton film sera peut-être pas pris, mais je veux dire, ton film existe quand même, tu sais, il va avoir quand même une autre vie après ça, tu sais, mais pour certains athlètes, c'est terminé comme ça. Ah mon Dieu, ça. Je veux dire, tout ce que tu as rêvé, ça fait 20, 25 ans que tu t'entraînes pour ça. Tu as été all-in, ça fait tout ce temps, tous les sacrifices, tout pour un rêve. Mais puis là, c'est comme. Je pense que Cannes puis les Olympiques, c'est exactement la même chose parce que cet athlète-là, tu peux pas lui enlever tout son parcours, puis toute sa vie, puis tout son. C'est comme. Alors, même chose pour un cinéaste. Oui, son film va exister, puis il va avoir une vie. Sauf que, mettons, tu as une chance peut-être dans une vie d'aller à Cannes. Là. Ouais, je suis d'accord. Aller à Cannes, c'est les Olympiques du cinéma, carrément. Exactement, Ouais. c'est exactement ça. Puis Ouais. nous autres, c'est niaiseux, mais on avait un court-métrage. On a fait un court-métrage il y a l'été passé parce qu'on voulait faire Regard sur le court-métrage, qui est un festival à Chicoutimi. Puis, on était tellement heureux parce qu'on avait été pris, puis tout ça, puis on était en chemin pour Chicoutimi, puis le festival était annulé à cause de la vilaine COVID. Mm-hmm. Fait que, c'est un court-métrage, c'est pas grave, on a tourné ça en 2 jours, puis, mais tu sais, on s'était dit, waouh, c'est le moment où les gens vont voir notre court-métrage en salle, on va entendre la réaction des gens, puis c'est rien, là, c'est un court-métrage. Fait que pour vrai, évidemment, le premier réflexe, c'était comme, mais après, pour vrai, les 2 premières pensées que j'ai eues, c'est Cannes puis les Olympiques. Parce que je me disais, mon Dieu, quand c'est le travail d'une vie, c'est... C'est vraiment... c'est les affaires qui me font le plus de peine, là, tu sais, puis c'est sûr que, mettons, dans mon cas, pour les Olympiques, c'est parce que je peux facilement me mettre dans cette situation-là, là, tu sais, à plus petite échelle, là, si tu m'avais dit ma dernière année, 2 semaines avant que, mettons... parce que là, c'est les essais olympiques qui ont été cancellés vraiment 2 semaines avant que ça ait lieu, là. Tu m'aurais dit, OK, non, la compétition pour laquelle tu t'entraînes, ça fait 20 ans. Non. Genre, c'est terminé. Ah, bon. Ça m'aurait décollé. Ah, Je sais pas si, mettons, comme là, sont reportés, mais tu sais pas si pendant cette année-là, tu vas pas te casser une jambe ou genre te casser un doigt. Ouais, ou juste ta vie, mettons, ta vie hors... C'est ça l'affaire, parce que c'est là que je vois la différence, mettons, entre une carrière artistique et une carrière d'athlète, c'est que ta vie d'athlète est peut-être finie. Mm. Tu sais, c'est comme à un moment donné, tu peux pas nager jusqu'à temps que tu aies 40 ans, là, tu sais, ça se fait pas, là, tu sais, fait que peut-être que là, la vie va reprendre son cours, puis il va falloir que tu finisses ton université, puis que tu seras plus un athlète performant, puis tu pourras pas continuer. Puis la vie d'athlète, c'est une vie difficile, là. C'est une vie de sacrifice, puis c'est une vie que tu vis pas riche non plus, là. Puis tu vis pour une chose, puis là, c'est comme, OK, mettons, je m'étais dit, ces Jeux olympiques-là, je prends ma retraite après, tu sais, c'est la fin d'un cycle, puis après ça, je passe à autre chose. Mais là, l'année d'après, où tu t'étais prévu retourner aux études, où tu avais prévu comme... Parce que tu sais, tu mets tout le reste de ta vie sur pause là, quand tu veux aller aux Olympiques, puis après ça, tu as 25 ans ou 30 ans, puis la vie fait juste commencer, puis il faut que tu trouves un après. Là. Fait que là, c'est comme, OK, est-ce que je me rembarque dans une année de plus avant de m'embarquer dans mon après? C'est une grosse question, là, tu sais, puis... Mais c'est ça qui est intense avec le sport en général. Mettons qu'on oublie la COVID, là, puis qu'on oublie comme c'est de la merde en ce moment. Là. Mais quand tu es un athlète,
t'as ça pareil tout le temps. Tu sais, c'est ça qui est fou. Moi, c'est ça que, tu sais, autant que j'admire le sport puis que j'adore le sport en général, là, tu sais, je suis vraiment sportive puis j'aime ça. Puis... Mais autant que je trouve que quand t'es un athlète, tu prends la décision, ou même pas, parce que des fois, t'es tellement jeune qu'à un moment donné, tu pourras plus vivre de ton affaire qui te passionne. C'est ça que je trouve. Je trouve ça vraiment élevé quand même du sport. C'est tough. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment... je sais pas s'il y a l'équivalent en français, là, l'expression « feast or famine ». Tu sais, c'est soit comme... c'est soit tu vis millionnaire en faisant du sport, ou soit tu vis de subvention à subvention à pas trop savoir comment gagner ta vie, puis que quand ça se finit, tu n'as plus une scène, il faut que tu commandes, il faut que tu sois faut que tu reprennes une job dans un bureau, XY, tu sais, faut que tu choisisses le bon sport si tu veux vivre de ça. Avez-vous écouté Cheer? Non. Non. Oh mon Dieu, OK, c'est ça. OK, c'est comme une de mes passions que j'ai découvert pendant la COVID. C'est récent, là, c'est genre cette année, c'est sur Netflix. Puis en fait, c'est un documentaire sur une équipe de cheer qui s'appelle Navarro. Fait que c'est comme perdu dans le fin fond du Texas. Mais pour une raison X, c'est devenu la meilleure équipe de cheerleading, mais tu sais, de cheerleading athlétique, là, pas juste genre des compés de cheer. Des vrais compés de cheer. Puis ils suivent pendant, je pense, c'est 6 mois, leur travail pour aller à la plus grosse compé de cheer qui est à Daytona. Et c'est tellement bon parce que justement, les personnages, tu sais, genre les cheer, sont tellement intéressants, puis ils choisissent des gens avec des backgrounds un peu trash, puis comment le sport les a sauvés, puis comment justement, après l'université, ça n'existe plus le cheer, puis qu'est-ce que tu fais après, puis pourquoi tu travailles aussi fort malgré le fait que tu sais que ça peut pas être ton métier dans la vie, puis oh mon Dieu, c'est tellement bon, faut que vous écoutez ça, c'est incroyable. J'ai pleuré à tous les épisodes, puis justement, je pensais à eux parce que c'est sûr que la grosse compétition de Daytona, elle était annulée à cause de la COVID, fait que je me disais justement, ces jeunes-là, que c'est leur dernière année de cheer, puis que, mettons, ils n'ont jamais fait de la compétition, puis que là, c'est leur chance, ben, tu sais, c'est fini, là. Ouais. Toi, en tant que comédienne, as-tu un peu ce feeling-là qui pend en haut de ta tête ou pas vraiment? Ouais, quand même. Quand même. Tu sais, mettons, comme tu vois, cette année, en fait, hier, je devais partir pour la France parce que je voulais me trouver un agent là-bas. Mais évidemment, tout le monde se crisse bien des nouvelles comédiennes en France en ce moment. Ben, de toute façon, je peux pas sortir, fait que je veux dire, je suis pas allée. Mais tu vois, ça, je me suis dit, c'est peut-être quelque chose duquel il va falloir que je fasse le deuil maintenant. Parce que, tu sais, j'ai 29 ans, là, c'est pas la fin du monde, mais je veux dire, avec tout ce qui se passe en ce moment, je sais pas à quel point, tu sais, ça va se pouvoir. Il aurait peut-être fallu que je fasse ça avant, là, tu sais, il aurait peut-être fallu que je fasse ce move-là avant, puis ben, veux pas, je suis une femme, puis à partir d'un certain âge, quand t'es une femme actrice, ben, les rôles, ils se font moins intéressants, puis moins pertinents, puis j'ose croire que ça va changer, mais tu sais, quand même, c'est sûr que plus tu vieillis en tant que femme, puis moins les rôles sont cool, puis nombreux, là. Fait que, tu sais, moi, j'ose croire qu'à un moment donné, je vais écrire, puis que je vais pouvoir tu sais, je vais travailler avec des gens, puis je travaille avec des amis de toute façon, fait que je me dis que je vais pouvoir avoir la chance de travailler avec ces gens-là toute ma vie, à tout le moins. Puis je fais du doublage, puis tu sais, ça va, là, je suis pas non plus... Je me dis pas que je vais arrêter de travailler dans 10 ans, là. Mais quand même, il y a une certaine... ouais, pas une date de péremption, mais comme... Tu sais, toi, tu as commencé vraiment super jeune, là. Tu as été un peu une child star, si on veut, là. Ouais. Est-ce qu'à cet âge-là, à cette époque-là, premièrement, tu savais que tu voulais faire ça toute ta vie, puis est-ce que tu pensais que tu allais encore faire ça à 29 ans? Quand j'ai commencé petite, non, là, tu sais, c'était vraiment plus genre comme mon frère qui jouait au hockey. Là, c'était un loisir, puis j'avais bien du fun. Puis mes parents m'ont toujours obligée à avoir des bonnes notes à l'école parce qu'ils étaient comme, c'est le fun ton hobby, là, tu sais, mais on verra. Fait que j'ai tout fait. C'est le fun, là, ta petite passion. Là. Le monde de Charlotte, mais on s'entend-tu j'avais des bonnes notes à l'école parce que ma mère puis mon père, ils pensaient que j'allais peut-être faire autre chose de ma vie. Puis finalement, non, parce que
En fait, c'est la première fois que j'ai fait un film. J'avais comme 10 ans, un peu avant le monde de Charlotte. Tu sais, j'ai passé plusieurs jours sur un plateau, comme 4 jours en ligne, genre. Puis là, j'ai réalisé que c'était un métier. On dirait que j'ai comme pogné de quoi à 10 ans. J'ai fait, oh, attends, ça, je peux faire ça toute ma vie, puis je peux gagner de l'argent, puis je peux être un adulte, là, tu sais, comme la réalisation tu sais, quand t'es jeune, tu penses pas à ça, là, plus tard. En tout cas, moi, personne me parlait de ça. Fait que... Puis, mais peut-être que Mais les acteurs, excuse-moi, les acteurs, ils vieillissent vraiment vite. Ils prennent la maturité extrêmement rapidement, justement pour ça. Là. C'est comme tu as 10 ans, tu es sur un plateau, puis là, tu es un adulte. Ben, comme un athlète, j'imagine, dans le sens que quand tu as 10 ans puis que tu te fais dire dans 4 ans, c'est les Olympiques, tu sais, je veux dire, veux pas, tu n'as pas le choix d'avoir une discipline puis d'avoir un minding, là, tu sais, comme une maturité puis un. Ouais, c'est ça. C'est là que les entraîneurs viennent en place, là, tu sais. Exact. Quand tu es capable de prendre la décision pour toi, l'entraîneur, tu sais. La plupart des jeunes athlètes qui sont vraiment bons, c'est parce qu'ils écoutent l'entraîneur sans poser de questions. T'sais. Il y a quelqu'un qui est là pour prendre les décisions pour eux. Oui, parce que quand tu es jeune, tu penses pas tu te dis pas comme dans mon avenir, c'est comme une notion qui n'existe pas, on dirait. Fait que, ouais, moi, une année, je l'ai eu vers 10 ans. Puis je me disais, c'est cool. Mais, tu sais, j'ai eu des doutes aussi. Une année, ado, j'étais tannée de me faire reconnaître. Puis j'aimais comme plus ça. Fait que je voulais juste faire du doublage. Puis. Fait que, tu sais, j'ai comme rechoisi ce métier-là souvent dans ma vie. Ouais. Ce qui est une bonne affaire à faire pour probablement tous les corps de métier, là, tous les champs de métier, de faire, de remettre en question la direction que tu prends souvent, tu sais. Ouais. J'aime vraiment la formulation que tu as prise de dire j'ai rechoisi ce métier-là souvent. Je pense que c'est important de rechoisir son métier souvent. De faire le point, de faire hey, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. OK, go. Puis, ou même juste, est-ce que c'est cette direction, dans ce métier-là, est-ce que c'est cette direction-là que je veux prendre? Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'aime ce que je suis en train de devenir comme artiste, mécanicien, whatever, là? Mm-hmm. Mais c'est un peu comme les couples, tu sais, souvent on entend ça, là, genre, faut que tu te rechoisisses à tous les jours. Ben, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pas, moi, ça fait 5 ans que j'étais avec mon chum, fait que ça fait pas, tu sais, 10 ans, là, des couples qui se rechoisissent vraiment depuis 10 ans, puis que t'es comme, ben, bravo par rapport à ça. Est-ce que vous rechoisissez à tous les jours? Ben, je sais pas, tous les jours, là, je te dirais qu'en ce moment, on est pas mal pognés ensemble. Chaque matin, là, genre, OK. Go, un autre de plus, ouais, OK, c'est bon. Ouais, c'est bon. T'es-tu correct? Je suis correct. On est correct. En temps de pandémie, c'est moins un choix, là, tu sais, mais. Ouais, c'est ça. C'est une obligation. T'imagines tu sais, genre, être pogné avec genre la personne, mais vous avez break-up, puis là, t'es pogné, mettons, 3 semaines. Moi, je me disais, c'est sûr, le nombre de courts-métrages ou de films qui vont s'écrire en ce moment sur genre une fille ou un gars qui allait laisser son chum ou sa blonde, puis que là, pandémie, puis t'es pogné avec pendant je sais pas combien de temps. C'est sûr qu'il y en a des gens qui vivent cette situation-là, là. Ouais. Mm-hmm. Connais-tu la trilogie de films Before Sunrise, Before Midnight? Il y avait une entrevue voilà, pas longtemps avec Ethan Hawke. Là. Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est l'histoire d'un couple. C'est 3 films qui se passent chacun à 9 ans d'intervalle. Là. Dans le premier film, ils se rencontrent. Fait que dans le deuxième film, 9 ans plus tard. Dans l'autre film, 9 ans plus tard. Puis c'est ça, je lisais une entrevue avec Ethan Hawke, l'acteur principal de ça. Puis il disait que s'ils font un 4e film, ce qui n'est pas certain, ils vont essayer de briser un peu le moule, tu sais, parce qu'il dit, basically, on a fait le même film 3 fois, là, à 9 ans d'intervalle. Ouais, mais c'est cute pareil. Oui, non, mais moi, c'est genre dans mes films préférés, là, genre, je capote. Puis il dit, on va essayer de faire de quoi de différent. Puis là, il dit, ça serait drôle, me semble, je me souviens plus des noms des 2 personnages, là, mais tu sais, les 2 personnages pognés ensemble, genre en quarantaine, dans la pandémie du COVID, là, puis là, il était là, ce serait pas une bonne idée. J'en parlais au réel. Mais il a dit ça pendant la pandémie, là, ouais, pas il a genre... dit ça, non, il a dit ça genre il y a 2 semaines, là, ou une semaine. Mais c'est sûr, ils vont faire tellement de films là-dessus, puis genre, sur toutes les situations inimaginables. Ouais. Ouais, puis probablement aussi il va y avoir une espèce de vague de films, encore plus qu'il y en avait déjà, là, une espèce de vague de films d'anarchie puis de fin du monde. Là. Ouais, c'est ça, apocalyptique, post-apocalyptique, de comment on survit à ce genre de crise-là. J'ai vu un meme récemment qui était comme
ils vont faire tellement de films sur la COVID là, aux États-Unis, puis ils vont tout le temps faire que genre les Américains, c'est les sauveurs, puis genre, c'est eux qui ont trouvé comme le remède, alors que dans les faits, c'est comme... C'est là que la merde est pognée le plus, là. Ouais, exact. C'est là que Trump est comme... Mais on dirait, ce temps-ci, je le remarque tellement qu'il y a tellement, dans les créations artistiques de jeunes, on la ressent, je trouve, l'angoisse de la fin du monde imminente. Puis, tu sais, mais juste Projet 2000, c'est ça, là, c'est comme la fin du monde approche, go. Mais tu sais, des films au Québec qu'il y a eu avant qu'on explose, qui était un peu que la fin du monde approche. Puis, quand tu écoutes des tunes, Les Louanges dans sa tune, il parle de fin du monde. On l'avez vu? Comment? Jusqu'au déclin, le film Netflix là, qui vient de sortir. Non, je ne l'ai pas encore vu. Non, je vais l'écouter dans les prochains jours. Là. C'est ça, moi non plus, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que c'est un peu ça la thématique aussi. Exact. Non, fait que on dirait que c'est vraiment omniprésent. Il y a clairement une angoisse là, collective qu'on essaie d'expier, de mettre dans C'est prémonitoire, là. C'est prémonitoire. Puis hier, Dom, j'ai écouté l'entrevue que tu m'avais parlé, Jean-René Dufort, avec Émeric Caron. Là. Ouais. Puis Jean-René Dufort, il dit clairement, mot pour mot, il dit ce que ça prendrait à l'humanité, c'est une bonne pandémie. Il a dit ça en 2019 dans une conversation. Ça nous prendrait une bonne pandémie. Là. Il a dit pour régler le problème, ça prendrait une bonne pandémie. Là. Genre, il a dit ça mot pour mot. Là. Je suis pas sûr qu'il le dirait de même aujourd'hui. Non, il dirait sûrement pas de même. Probablement qu'il le disait en blague, en sachant pas trop que ça pouvait arriver autant que ça, là, mais c'est fou pareil. Là. Ben, c'est comme Dwight Schrute aussi dans The Office qui dit « We need a new plague ». Ouais. J'ai commencé, un des projets de confinement, c'est que j'ai finalement commencé The Office. Ah, chanceux! J'avais jamais écouté ça. Puis c'est comme quand je vois des séries qui ont 9 saisons, je fais comme, je sais que je vais aimer ça. Je m'embarque-tu là-dedans, tu sais, puis je vais 9 saisons être accro, tu sais. Là, je me dis, fuck off, j'ai le temps, tu sais. Fait que là, j'ai commencé ça. C'est drôle en tabarnak. Tellement drôle. Bon. Eh oui, c'est bon. C'est trop bon, The Office. Là. Mais j'avoue que c'est une bonne idée d'écouter The Office parce que, tu sais, comme c'est vraiment léger, ça change les idées, puis comme... Puis t'en as pour longtemps. Là. Ouais. Moi, j'écoute Succession, fait que c'est sûr que c'est moins dans le léger, mais c'est tellement apparemment que c'est une des meilleures séries qui a été faite ever. Ça n'a pas rapport tellement c'est bon, mettons. Succession. Ouais. Incroyable. C'est comme un peu sur... ils disent qu'ils sont inspirés de... Voyons, comment ça s'appelle la famille? En tout cas, une famille super, super riche aux États-Unis qui possède tout, là, genre qui possède les nouvelles, des buildings, des parcs d'attractions, puis c'est vraiment super bon, Succession. C'est où, hein? C'est sur quoi que tu peux l'écouter? Sur... ben là, en plus, c'est débloqué, c'est gratuit, là, Crave. Crave? Ouais. Toi, t'as une série sur Crave? Ouais, pour avec toujours. Avec Pierre-Luc? Ouais. Exact. Fait que c'est débloqué, c'est gratuit maintenant? Ben, pour 1 mois, je pense. OK. Fait que, puis tu sais, c'est le fun parce que tu peux aller checker, mettons, est-ce que tu veux plus genre Crave HBO, Crave Stars, Crave Super Écran, blablabla. Mais je pense que tout est gratuit. Fait que c'est quand même le fun d'aller checker parce qu'il y a une couple d'affaires vraiment intéressantes, dont Succession et Pour toujours, plus un jour. Mm-hmm. Yeah. J'ai écouté Faux départ, j'ai vraiment aimé ça. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ben, c'est le fun, c'est comme. C'est pas cheesy, là, c'est raw, là, tu sais. Ben, c'est ça, c'est mon ami Jean-Philippe Barry-Guerrard qui a écrit ça. Puis il est super trash. Mais pas d'envie, c'est vraiment un dude super intelligent, puis vraiment fucking intelligent, en fait. Puis quand il écrit, il se rend pas compte que c'est trash. Puis mettons, il écrit Faux départ, puis là, je les ai lus, puis j'étais comme, hey, tu sais, c'est quand même intense, là, genre, c'est quand même, ça y va par là, tu sais, puis il était comme, ouais. Puis on dirait qu'il réalisait pas. Il était comme, je réalise pas que j'écris autant de scènes de cul, puis de scènes trash, puis fait que j'étais comme, bon, parfait, yes. Mais j'ai l'impression que c'est un style de TV qui n'existait pas à TV, dans le sens que c'est trop raw, c'est trop trash, justement, c'est trop explicite. Mais là, justement, en faisant une web-série, c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de limite. Là, fait que c'est cool. Non, mais j'allais juste dire c'est le fun de voir ça parce qu'on dirait qu'on n'était pas habitué de voir ça au Québec, ce type de série-là, aussi cru.
C'est cool. Ben, il faut souligner l'audace de Tout.tv, parce que, tu sais, je veux dire, même si c'est du web, on s'entend que maintenant, c'est rendu, tu sais, il y a des subventions, puis il y a des... Ouais. Oui, on aurait pu faire une série avec 2 piastres puis la mettre n'importe où sur YouTube, là, tu sais, ça se fait, là. Ouais. Mais si tu veux avoir de l'argent, ben, il faut que tu aies un diffuseur, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. Fait que les gens chez Tout.tv ont quand même été vraiment audacieux, je trouve, puis vraiment game. Il y a vraiment de la bonne... Il y a vraiment du bon qui se fait à Tout.tv, là. Vraiment, vraiment. Vraiment. Moi aussi, je trouve que les gens là-bas comme comprennent. Tu sais, on devrait avoir plus de diffuseurs. Je comprends que la télé publique, blabla, là, tu sais, mais je trouve qu'il devrait avoir des diffuseurs qui prennent plus de risques en général. Là, tu sais, je veux dire, je sais pas si vous avez vu C'est pour ça que je t'aime. La série de Les Tourneaux puis de. Oui, j'ai écouté ça aussi dans ma... C'est tellement bon. Tellement bon. Puis je veux dire. Tellement drôle. François Les Tourneaux puis Rivard, pour moi, c'est des génies, là, tu sais, comme, tu sais, Série Noire, Les Invincibles. Pour moi, c'est les meilleures séries québécoises qui ont jamais été faites. Ouais. Puis ça, là, cette série-là. Puis, tu sais, mettons ça, je trouve ça tellement payant, puis c'est juste qu'ils ont tellement du guts, puis ils vont tellement à fond. Mais je pense que on devrait avoir plus de ça à la télé, tu sais. Est-ce que vous pensez que il y a une espèce de... Pour avoir ce genre de subvention-là, pour faire vraiment ce que tu veux, ça te prend une espèce de CV qui est bien blindé. Tu sais, eux autres, je veux dire, ils ont fait les 2 séries probablement les plus respectées de la critique au Québec ever, tu sais. Fait qu'eux autres, probablement qu'en ce moment, ils arriveraient avec une idée de comment on va faire une série où c'est du monde qui se met à 4 pattes et qui chie à terre pendant 12 épisodes, puis probablement comment on ferait genre. Ouais. All right, good. Mais il y a quand même de belles affaires aussi, tu sais, mettons, ils financent quand même justement Faux Départ, ils financent Fourchette, puis tu sais, des nouveaux projets, des nouveaux visages aussi qui est le fun. Fait que... Ouais, mais c'est le web. C'est le web, ouais, c'est le web. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'en télé, je comprends que ça peut pas être des affaires trop trash ou que ci ou que ça, mais tu sais, juste une idée originale, tu sais, comme c'est pour ça que je t'aime. Mais oui, je pense que ça prend vraiment un nom, puis un CV, puis un... C'est parce que même Barry Guerrard, tu sais, je veux dire, il vient pas de nulle part, là. Il arrive pas comme un cheveu sur la soupe, là, tu sais. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, ça fait longtemps que la critique qu'il aime, ça fait longtemps qu'il a acquéri, tu sais, de gig en gig, de projet en projet, des notoriétés, là, tu sais. Ben, puis Passego aussi, la boîte avec qui on l'a fait, c'est eux qui avaient fait Chalet, c'est eux qui ont fait l'Académie, c'est eux qui font... Okay. Ça aussi, ça aide, j'imagine, quand tu as des trucs qui... C'est sûr que pour les jeunes créateurs en ce moment, c'est pas facile. Là. Ne serait-ce qu'au cinéma, je veux dire, pour avoir du financement de la SODEC puis de téléfilm, il faut que tu aies fait 3 courts-métrages en circuit qui ont été diffusés. Faut que tu aies... Tu sais, c'est comme... C'est tough de se mettre à créer de nulle part, là, tu sais, comme... Mm-hmm. Puis c'est pour ça que le web, justement, ben permet, je pense, aux gens de tester des affaires puis de se faire un nom, puis c'est ça qui est cool, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que c'était toujours dans l'équation que ça allait être toi puis ton chum qui faisait les 2 personnages? Ou pas nécessairement? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que mon personnage, JP, a tout le temps pensé à moi. Mm-hmm. Mais je pense qu'Antoine, c'est arrivé rapidement aussi. Sauf que je pense qu'au début, les gens avaient un peu peur, tu sais, vu qu'on était un couple dans le chalet, qu'on a joué ensemble dans une couple d'affaires quand même. Je pense que les gens se disaient, oh, on va-tu vraiment. Ben, quand je dis les gens, je veux dire, tu sais, JP, la production, tu sais, est-ce qu'ils se disaient, oh, est-ce que ça va être encore, tu sais. Mais finalement, c'est rapidement devenu ça. C'est cool. En tout cas, c'est vraiment bon. Puis il est vraiment bon, je trouve, ton chum là-dedans. En général, mais là-dedans, je trouve qu'il est vraiment bon. Ben, je dis merci, mais je vais passer le message en fond. Merci. Merci. Ouais. Mais oui, il est bon. Ben, moi, je trouve que c'est super bon dans tout. Là. Ouais. Peut-être que je suis pas objective. Peut-être pas, mais nous, on l'est. Fait que ça compte là-dessus. Puis, un matin, j'ai écouté le premier épisode de Projet 2000. C'est aussi, c'est trash en tabarnak aussi, là. Ouais, ça commence, c'est comme, c'est un 10 minutes de qu'est-ce qui se passe dans même intense. Je pense que c'est genre 8 ans et plus dans l'âge. Il y a plein de monde qui était comme j'ai écouté ça avec mes enfants de 9 ans et j'étais comme oh mon Dieu, ouais, non, c'est pas genre. Non, ça peut pas être un peu rough à 9 ans. C'est un peu rough à 9. Là. Il y a une couple de jokes de pipe puis de.
Ouais, non, c'est un petit peu trash, le projet de vie. Mais moi, j'adore ça. Là. Moi, oui. je pense j'étais comme notre American Pie un peu du web. C'est cool. On avait besoin de ça au Québec, un American Pie. Ben, en tout cas, là, tu sais, je dis American Pie, là, c'est un classique. Tu sais, je sais pas à quel point on va devenir un classique comme American Pie, mais moi, je trouve que c'est un peu dans le même esprit, là, tu sais, nostalgique. C'est pour ça qu'on est tous, genre, ben trop vieux pour jouer nos personnages. Puis, tu sais, c'est un hommage, là, complètement, là, tu sais. Un hommage à beaucoup de choses dans le genre. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient si on croise les doigts et que l'été existe? Si l'été existe, ben, en fait, si l'automne existe, L'automne, je mettrais quand même une croix sur l'automne. Là. J'ai l'impression que l'automne, ça se peut qu'on soit ici pas mal. Là. l'automne, Le printemps, tu veux dire? Le printemps, excuse-moi. Là, tu m'as fait peur, j'étais comme, l'automne, il faut faire une croix sur l'automne, quoi, tu sais. Non, excuse-moi. Le printemps, excuse-moi. Non, en fait, moi, c'est qu'il y a des coupes En fait, disons qu'il y a peut-être des saisons 2 qui s'en viennent, là, en général. Puis, c'est vraiment toutes des saisons 2, si ça se passe, là. Ouais, il y aurait une coupe de saison 2. Puis, moi, j'avais un tournage en juillet aussi, dont je peux pas t'en parler, mais en tout cas, ouais, je peux rien dire, c'est plate en estime. On te le souhaite. Oh, ben cool, on a hâte de voir ça. Les voisins, on était supposé faire Les Voisins à Québec, la pièce de théâtre à Québec, à Albert Rousseau. Fait que, en tout cas, j'espère que ça va se donner quand même. C'était supposé être en juillet ou, mais je sais pas. Je sais pas si ça va. Il y a beaucoup de prods qui sont cancellés. Là. Dom, il a perdu tes... Moi, j'étais supposé être à Albert Rousseau de août-septembre avec Kinky Boots. Moi, je joue de la guitare là-dedans. Ben, je jouais de la guitare là-dedans. Là, c'est cancellé. Le show est cancellé au complet. Là. Il n'y pas. Oh, ouais. Mais vous autres, parce que vous étiez supposé être en retraite en ce moment. Ben, c'est ça. Là, le show se montait en ce moment. Puis, tu sais, ça a commencé à Montréal en juin. Juillet à Montréal, puis août-septembre à Québec. Oh mon Dieu, mais ça, tu vois, c'est tellement horrible. Ça, c'est ça. Oh, ouais. C'était du Serge Postigo encore. Oh, ouais, c'était Serge Postigo. Mais ouais, c'est plate. Là. C'est vraiment plate, mais on dirait que je suis dans un état de c'est la vie, même si genre c'est un esti beau projet, j'étais vraiment excité, puis genre monétairement, c'est un esti de coup aussi, là, mais on dirait que je suis en mode c'est la vie, puis il y en aura d'autres. Là. Mais est-ce que tu penses que ça se peut que ce soit l'année prochaine? Je veux dire, il va falloir qu'il y en ait un show l'année prochaine. Il va falloir, ça dépend. Ça leur tente d'en faire un, tu sais, on le sait rien, on le sait pas. On se croise les doigts pour que ça continue, pour que soit il le rapporte, ou soit il en fasse un autre, ou soit. Mais on le sait. On le sait pas, puis même moi, mettons ma place au sein d'une prod de Juste pour rire comme guitariste n'est pas assurée, là, tu sais. Il va y avoir un show, je vais être dessus. Là. Fait que on verra bien. C'est triste, mais je comprends ce que tu veux dire que c'est la vie. J'avoue que vu que tout le monde est en break, c'est pas comme si t'avais juste toi slacké puis qui t'avait dit finalement désolé c'est quelqu'un d'autre, tu sais. Tout le monde est en break là. Exact. Tous ces coups-là, on dirait qu'ils sont moins pires là, on dirait que c'est comme un peu l'impôt. Là. Ouais, tout le monde. On dirait que tous ces coups-là, c'est comme tout le monde fait sa part là, genre tout le monde mange une claque, tout le monde fait ce qu'il peut. T'as raison, la pandémie c'est vraiment comme les impôts. C'est ça, puis tu sais, exact. Puis tout le temps, du monde, je me dis que je peux pas vraiment chialer si je compare avec d'autres. Tu sais, on a des positions vraiment plus difficiles ou qui perdent. Tu sais, moi, j'ai perdu des beaux contrats, mais justement, perdre, comme on disait tantôt, les Olympiques ou Cannes, c'était incomparable. Fait que je me dis, bon, regarde, c'est pas grave. Puis, c'est ça. Il y en aura d'autres. Mais sur un mot de la fin, mettons, Kat, tu penses que le monde après la COVID, ça va être quoi? Ça va-tu revenir exactement comme c'était ou ça va avoir changé un peu? Ah mon Dieu! Ben, selon ce que je lis, là, mettons, d'après les spécialistes, la vie ne sera plus jamais la même, puis j'ai tendance à les croire. Dans le sens que, tu sais, mettons, en Asie, après le SRAS, puis après le H1N1 et tout, les choses ont quand même changé pour le mieux, dans le sens que les gens, après, avaient une conscience vraiment plus grande de l'hygiène. Tu sais, c'est cave, mais mettons, moi, jamais j'avais réalisé à quel point je mettais mes doigts dans ma bouche dans la vie, là. C'est ça. On touche notre face, jusqu'à temps qu'on se fait dire « touchez pas votre face ». C'est fou, fait que comme, j'ai l'impression que ça, on va faire vraiment plus attention, tu sais, qu'il va y avoir des mesures d'hygiène aussi pour les gens qui travaillent dans les épiceries, dans les pharmacies, dans les whatever.
Mais je pense, en tout cas, j'ose croire que aussi on va, tu sais, on parlait de privilèges tantôt, puis qu'on réalisait pas certaines affaires, là. J'ose croire qu'on va s'en rappeler, puis qu'on va prendre soin des gens qu'on aime, puis qu'on va profiter de ces moments-là aussi, là. Puis, tu sais, c'est cave, mais le show que je suis en train de... le show sur Crave, là, pour toujours plus un jour, c'est genre, c'est pas une shameless plug, là, mais dans le sens que c'est un show sur un dude qui apprend qu'il va mourir d'ici 1 an, puis le couple décide de vivre, tu sais, tous les jours comme si c'était le dernier, là, parce que veux pas, quand tu sais que tu vas mourir d'ici 1 an, ben tu fais des affaires que tu n'aurais pas faites sinon. Puis moi, ça m'a vraiment... de tourner cette série-là, ça m'a ouvert les yeux sur plein d'affaires, puis de réaliser à quel point on remet des choses à plus tard, puis qu'on ne profite pas nécessairement de chaque journée comme on devrait. Puis j'espère que ce qu'on est en train de vivre va nous donner comme une espèce de boost de... On va avoir le goût de faire des choses, de créer des choses, de donner des becs. Ouais, de donner des becs à nos amis, puis de... Je sais pas, tu sais, j'espère en tout cas que ça va nous inspirer pour la suite, là. C'est vraiment un beau mot de la fin. J'allais rebondir sur de quoi d'un petit peu plus tôt, mais je pense que c'est vraiment trop... c'est un beau mot de la fin. On finit merci. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Ben, ça me fait vraiment. J'espère que les gens vont aimer la conversation pour leur faire penser à autre chose pendant la quarantaine. Ben, on s'en souhaite, Yann. Yes, merci beaucoup. On t'écoute faire tes lectures de livres. Ouais. C'est dans 20 minutes, là, d'ailleurs. J'y vais. Oh, cool. Right. Parfait, on te laisse filer. Bye. Bye, salut. Bye.